que ça fonctionne. C'est parfait. Donc aujourd'hui, nous avons Thierry Alignan de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup qui nous parlera de comment initier des rapprochements avec les acteurs du tourisme. Et Laure Letard du PNR des Pyrénées ariégeoises qui nous parlera de leur programme Cultiver la nuit dans les Pyrénées ariégeoises. Voilà. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table assez rapide. Non, voilà, vous vous présentez, vous nous expliquez rapidement pourquoi vous êtes intéressé par cette thématique. Et ensuite, on laissera la parole à Thierry pour un petit quart d'heure de présentation, suivi de questions-réponses, et ensuite, de même avec Laure. Je vais faire passer la parole en fonction de mon écran. Geoffrey, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Geoffroy Vette, je travaille à la communauté de communes de la Vallée d'Hérault comme chargé de mission activité pleine nature. Voilà. Et pourquoi je suis intéressé par cette visio, c'est parce qu'en fait, le tourisme durable et co-responsable, on en entend beaucoup parler, c'est pour voir si on a chacun la même définition et un peu la même conception aussi du tourisme durable, parce qu'il y a énormément de choses qui se disent, et voilà, c'est pour savoir un peu qu'on a un discours commun et savoir aussi de quoi on parle. Voilà. Super. Merci Geoffroy. Ouais. Émilie? Voilà. Bonjour, Émilie Tamokandia, je suis animatrice Natura 2000 sur les sites de la Côte Rocheuse des Alberts, donc Côte Vermeille, et du Massif des Alberts. Et moi, je suis là parce que j'ai une fréquentation touristique qui est énorme sur mon territoire, surtout sur le sentier côtier. Et donc, pour avoir un petit peu des clés pour justement accompagner ce tourisme, le rendre le plus vert possible, éviter les dégradations sur les habitats qui sont sur place, avoir les bons messages à faire passer. Voilà. Corentin? Oui, bonjour. Donc, Corentin Leroux, je suis chargé de mission mobilité et fréquentation sur le grand site de France du ciel de Navacelle. Et donc, c'est vrai que la gestion de la fréquentation et l'accompagnement d'un tourisme un peu plus durable, ça fait partie des missions historiques, disons, des grands sites. Donc, voilà pourquoi j'assiste au café d'aujourd'hui. Très bien. David? On ne t'entend pas, David. Oui, bonjour, David Barillot, je suis technicien aux espaces naturels sensibles pour le département du Lot. Et donc oui, c'est la même chose, on a certains sites labellisés qui ont pas mal de fréquentation, mais surtout, qui ont une bonne fréquentation, mais surtout avec des communications qui sont parfois un petit peu dissonantes entre les différents acteurs du tourisme. Et même si on a initié certains rapprochements, je pense qu'il y a encore des choses à faire dans ce domaine-là pour avoir des messages cohérents auprès du public. Merci David. On accueille Nina. Bonjour Nina, on est en train de faire un petit tour de table en fait de tour d'écran pour se présenter et dire pourquoi le sujet nous intéresse. David, rapidement, effectivement, on n'est pas sur le sujet de la gestion de la fréquentation aujourd'hui, on est vraiment sur l'accompagnement du tourisme. Oui. Donc j'espère que voilà, ça répondra à certaines de vos attentes, mais certainement pas à toutes les questions que les gens se posent. Tout à fait. Oui. Nina, du coup, on te laisse te présenter? Oui, alors du coup, Nina Combet, je suis chargée de mission Natura 2000 en Lozère sur les gorges du Tarn et de la Jonte, donc site particulièrement touristique, avec beaucoup de sports de nature et aussi du tourisme assez standard de plage, entre guillemets, pour aller se baigner dans la rivière. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de savoir un peu. Et puis, c'est la première fois en fait que je participe à une des visios que vous organisez, alors que pourtant, je reçois les mails à chaque fois et je prends jamais le temps de le faire. Donc, c'est aussi l'occasion. Voilà, ce qui me concerne. Eh bien, super, merci Nina. Christine? Ah, on ne t'entend pas, Christine. Ah, il semblerait qu'il y ait un souci de micro. Bon, et ben, comme Vincent, du coup, qui, lui, n'a pas de micro et pas de caméra non plus.
Ah, bah là, ça a totalement coupé. Est-ce que ça marche plus Euh, là? Ah, si, c'est bon, ça marche. Voilà, en fait, la vidéo fonctionne si je ne suis pas connectée, donc c'est magique ici. Donc, Christine Doyen, chef du service biodiversité et aménagement durable au conseil départemental de la Haute-Garonne, et avec le classement ENS du lac d'eau. Donc, où on essaye de travailler avec mes collègues du Haute-Garonne Tourisme sur une meilleure mise en œuvre du fameux tourisme durable. J'ai failli y aller il y a quelques week-ends, mais finalement, ça s'est pas fait. C'est bien, je crois que j'ai oublié personne, du coup, mis à part Vincent qui n'a pas de micro, donc c'est plus compliqué. Thierry, je te laisse partager ton écran et te présenter. Du coup, je vous ai pas enfin voilà, je vous ai pas passé la parole, Thierry et Laure, parce que je pensais que vous allez vous présenter Ouais, du coup en début de c'est pas vrai. présentation. Du coup, c'est tout bon pour vous? Super, alors c'est pas en plein écran, tu peux peut-être le Ouais, je suis mettre en train en, de en le... diapo. Voilà, là, ça doit être bon. C'est bon, vous pouvez me confirmer. J'ai plus de retour, moi, de ce qui se passe chez vous. Donc, Ah, c'est tout, bon, je mettais des pouces du coup, mais Ah si oui, tu non, vois j'ai pas. plus rien, ouais, parce que moi, c'est en plein écran et j'ai pas un double écran, donc je suis en aveugle. Du coup, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Thierry Alignan. Pour quelques jours encore, parce que je vais changer de mission le 1er juin, où je vais travailler sur la question des risques naturels, donc incendie, feux de forêt, inondation. Je me suis encore chargé de projet agriculture et biodiversité à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Donc vite fait, même si le collègue de la vallée de l'Hérault, Geoffrey, connaît bien notre territoire. Donc le Grand Pixel, nous, on est juste aux portes de Montpellier, donc on est dans l'Hérault. On représente un territoire qui fait 36 communes, 50 000 habitants, 60 000 hectares. Territoire qui, même si on a des grosses communes, hein, sur les 50 000 habitants, on a une commune à 10 000 habitants, c'est un territoire qui est défendu par nos élus comme un territoire rural, parce que 90% des espaces sont classés en naturel ou agricole, mais on a quand même une forte influence de la ville, métropole de Montpellier notamment, en toute proximité, en 10 minutes, un quart d'heure, on quitte la ville et on est dans la nature. Qui fait que on est un espace très prisé pour tout ce qui va être développement urbanistique des communes et tout ce qui va être loisirs et activités de pleine nature. Donc j'ai mis quelques illustrations là, sur la gauche, que ce soit le trail, le canoë, le VTT, l'escalade, la randonnée, le parapente, la spéléologie. Enfin voilà, je crois que tout se passe chez nous, même la highline. Enfin voilà, on a vraiment tout un tas de spots qui attirent les urbains dans les milieux naturels. À côté de ça, on a un territoire qui est très très riche en termes de biodiversité, puisqu'il est couvert pour plus de la moitié par 4 sites Natura 2000, donc 3 sites d'habitat et sites oiseaux. On a 4 arrêtés de protection de biotopes en lien avec l'Aigle de Bonelli. Donc il y a, je crois, une quarantaine de couples en France avec de Bonelli, on en a 4 chez nous. Donc dans l'esprit, on a la responsabilité de 10% des effectifs de cette espèce. On a des oiseaux, chauves-souris, insectes, etc., hein, avec des objectifs de conservation liés à ces enjeux Natura 2000 sur la question des milieux ouverts, donc la réouverture et le maintien. La quiétude, hein, on a des sites où, jour comme nuit, été comme hiver, il se passe quelque chose, il y a toujours quelqu'un dans le massif. Donc on a des espaces sur lesquels la quiétude n'est pas garantie du tout. Après, des enjeux sur la restauration des milieux prairiaux et forcément l'amélioration des connaissances, comme tous les sites, et puis la préservation de la mosaïque agricole. Donc pour en venir sur le sujet du lien entre biodiversité et tourisme, on a eu, donc j'ai entouré, là c'était historique, hein, en 2021, le GR de pays qui traverse le territoire de la communauté de communes a été élu GR préféré des Français. Bon, on a été largement invité, les employés de la communauté de communes, à voter, hein, mais au-delà de ça, notre territoire a été mis
en avant sur tout un tas de médias. Alors, j'ai pas fait la revue de presse intégrale, hein, mais ça allait de la presse locale, Midi Libre, Gazette, jusqu'à la télé ou les sites d'info TF1, France Info, France 2 et toute la presse papier, y compris nationale, Figaro, Le Monde, et puis la presse spécialisée sur la randonnée. Du coup, ben, on est une espèce de position un peu schizophrénique entre des paysages et une nature qui attire. Donc 130 000 visiteurs par an, c'est uniquement le Pic Saint-Loup. Hein, donc je vous l'ai mis en photo. Donc c'est notre tour Eiffel à nous. Hein. Le Pic Saint-Loup est au Montpellierais, ce que la tour Eiffel est au Parisien. On n'y va pas souvent, mais quand on y va, on a toujours l'effet waouh. Donc 130 000 visiteurs par an. Et en face de ça, j'ai pris l'aigle de Bonelli parce que c'est l'espèce la plus emblématique. On a la responsabilité de 11% des effectifs nationaux. Avec une espèce qui est relativement sensible au dérangement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se positionne? Quelle démarche on enclenche? Dans cette position schizophrénique où le tourisme cherche à attirer des gens de l'extérieur vers chez soi et pas vers chez le copain d'à côté, parce qu'un touriste, c'est quelqu'un qui va dépenser ses euros, donc c'est de la richesse, c'est du développement économique, c'est du rayonnement au niveau local, voire jusqu'au niveau national. Quand on a candidaté pour le GR préféré des Français, c'était pas pour rayonner auprès des Montpelliérains, voire des Toulousains et des Marseillais. C'était pour avoir une mise en lumière nationale, ce qui a été fait. Ben, on a réussi à force de discussions, d'échanges et surtout, alors j'insiste bien là-dessus, surtout d'une démarche volontariste de l'Office de tourisme, parce que sans volonté de rapprochement, on n'arrive à pas forcément grand-chose, où l'Office de tourisme a revu toute sa stratégie de communication. Et alors, ce que je vous ai mis là en haut à droite, c'est la première page de l'Office de tourisme. Donc, quand on rentre sur le site, c'est une autre idée du voyage. En gros, c'est venez autrement. C'est la prise en compte donc pour répondre aux nouvelles évolutions sociétales, environnementales, protéger ses territoires habitants et fédérer sous une manière unique, l'ensemble de la proposition touristique du Grand Pic Saint-Loup se dote d'une nouvelle marque de destination touristique. Donc, il y a vraiment cette volonté, si on résume le message, c'est le message passé aux visiteurs, c'est ne soyez plus consommateurs. Désolé, manque DS. Mais devenez acteur du territoire, c'est-à-dire ne venez plus juste pour passer, prendre et repartir, mais essayez de comprendre comment ça fonctionne, essayez d'être à l'écoute, essayez de participer à la vie de ce territoire, d'en comprendre les enjeux et de respecter les enjeux croisés, quoi. Donc du coup, pour être dans le très concret, ça nous amène à quoi aujourd'hui? Moi, ça m'a amené à faire le 24 avril dernier le 20h de TF1. Voilà. Alors, c'était un peu foireux parce que au départ, soi-disant, les journalistes venaient pour entendre un discours sur la biodiversité, donc on est monté en haut du Pic Saint-Loup. Au final, ils ont voulu parler de la surfréquentation. Bon, c'est un angle un peu particulier, mais c'était pas trop mon domaine. Mais ce qui est super intéressant, c'est que l'Office de tourisme, TF1 les appelle en disant on voudrait faire un reportage sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup. L'Office de tourisme m'appelle en me disant Thierry, est-ce que tu es dispo pour amener ces éléments de contexte liés à la biodiversité? Là, pas plus tard que la semaine dernière, France 2. L'Office de tourisme m'appelle en disant on a France 2, le grand format près de la Housse, s'ils veulent venir, est-ce que tu es dispo? Donc je vais changer de mission, donc j'ai décliné l'invitation. Mais il y a vraiment ce réflexe de l'Office de tourisme de venir vers nous, vers le service biodiversité, pour apporter ces messages alors bienveillants. Hein. On n'est pas dans une. Même si je parlais de position un peu schizophrénique, mais on n'est pas dans une démarche d'opposition. On est plutôt dans une démarche de compréhension et de travail en commun. Notre Thierry, exemple, oui. Ouais. Je peux me permettre de poser une question du coup? Je n'ai pas le retour sur le chat ou sur Oui, c'est pour ça que non, mais en fait, c'est une question personnelle et du coup, peut-être pour éclairer aussi l'ensemble des participants. Mais j'imagine que le fait que l'Office de tourisme t'appelle, toi, directement,
dans ce cadre-là, c'est que tu as initié déjà depuis un moment des rapprochements avec eux pour qu'ils aient le réflexe. Comment ça se fait? Bah, évidemment. Je suis moi dans une démarche bienveillante. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas de parler à des écologues, à des naturalistes, à des écologistes de biodiversité. Alors, ça ne m'intéresse pas. C'est des discours, des discussions engagées, pointues, où on peut rentrer dans du détail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller parler de biodiversité à des gens qui viennent voir de la culture. On a une expo, alors, je ne sais pas si je le... Non, je ne l'aborde pas. On a depuis quelques années du land art. Donc la communauté de communes porte un programme au bord des paysages. Donc on met des œuvres d'art dans la nature. Il y a 4 ans, on a fait de la merdouille. C'est-à-dire qu'on a mis une œuvre sur un pont à l'intérieur duquel il y avait une colonie de chauves-souris. Dérangement d'espèces, la colonie a déserté le pont. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, je co-construis 2 œuvres avec les artistes. C'est-à-dire que j'ai été invité à participer à la résidence d'artiste pour l'accompagner dans sa création artistique, tout en prenant en compte les enjeux de biodiversité. Et il y a une œuvre qui va évoquer les chauves-souris, une autre qui va évoquer les rapaces. Et en fait, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Voilà, faut le voir sur le long terme, il faut expliquer, il faut être... alors pour la culture, pour vous expliquer le cheminement, donc 2019, cette merdouille qu'on fait. 2020, les collègues du service culture nous ont demandé une carte des sites Natura 2000 pour poser leurs œuvres en dehors des sites Natura 2000. Donc on leur a expliqué que c'est pas parce qu'on était en dehors de Natura 2000 qu'il n'y avait pas d'enjeu de biodiversité. Les chauves-souris, par exemple, elles sont toutes protégées, Natura 2000 ou pas Natura 2000. 2020, ils sont venus nous voir en nous disant, bon, est-ce qu'on peut travailler ensemble parce qu'on va changer de site, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Donc on leur a dit, là, il n'y a pas de souci, là, on est sur un site plan d'eau avec des enjeux libellules, poissons, donc ne faites pas ça, ça et ça. Voilà, donc on est dans une démarche bienveillante, on n'est pas dans vous faites n'importe quoi, c'est nul, arrêtez vos conneries. On est dans venez nous poser les questions en amont et on vous aidera à construire vos projets. Et ces démarches-là, on les a aussi avec des activités de pleine nature. Moi, on s'est retrouvé avec Geoffrey là, de la vallée de l'Hérault, au bord de l'Hérault, organisé par les collègues du service activités de pleine nature, à parler avec des loueurs de canoës, des grimpeurs, enfin des professionnels de la pleine nature. Où on leur a expliqué, nous, notre point de vue de biodiversité, où on leur a expliqué, ben voilà, moi, les grimpeurs, moi, je suis chiroptérologue, mais je ne suis pas un grimpeur. Les espèces de falaises, moi, je ne peux pas les voir parce que je n'ai pas les compétences. Vous êtes grimpeur, vous êtes tous les jours sur la falaise. Ben, pourquoi on ne travaille pas ensemble? Faites-nous redescendre des infos. Et 15 jours après, je reçois un message d'un grimpeur. Thierry, tel site d'escalade, dans la voie 10, en milieu de la falaise, il y a 2 chauves-souris. Donc, c'est vraiment du travail de longue haleine et c'est super positif et super enrichissant. Donc, pour revenir à mon diaporama, on a été sollicité via l'Office de tourisme par l'Agence départementale du tourisme en novembre 2022 pour animer un atelier sur les universités du tourisme durable. Et le sujet, c'était donc tourisme et espace naturel et agricole, parce que ça débordait aussi sur le volet agricole. Affronter les paradoxes, transition ou rupture. Donc il y a bien cette prise en compte du monde du tourisme, de la problématique de prendre en compte les problématiques locales. Parce qu'on a des problématiques de dérangement via de la fréquentation de sites sur les espèces animales ou végétales, mais on a aussi une problématique sur les usages locaux, le pastoralisme, la chasse. Voilà, il y a le loup qui est en train d'arriver dans nos contrées. Du coup, on a certains bergers qui se protègent avec des patous. Et du coup, le gars qui vient courir, qui arrive de la ville, quand il se promène sur la place de la Comédie, son chien, il l'en laisse parce qu'il sait qu'il faut le garder en laisse. Quand il arrive dans la pampa par chez nous, dans la garrigue, eh ben, son chien, il le laisse gambader. Ça fait quelques étincelles, des fois. Et une autre chose, donc du très concret que je suis amené à faire, c'est être avec l'Office de tourisme lorsqu'ils accueillent des journalistes. Donc ça va du voyage de presse où l'été dernier, enfin avant l'été dernier, il y a eu une grosse opération de com vers la presse nationale. Il y avait l'Est républicain, le Télégramme, Femmes Actuelles, enfin d'autres médias.
Donc, voyage de presse où c'est open bar tout payé pour les journalistes. Donc, on les invite à aller dormir dans tel gîte, manger dans tel bon restaurant, faire du planeur et une proposition d'une randonnée en haut du Pic Saint-Loup avec le service biodiversité de la communauté de communes. Et là, encore une fois, on peut faire relayer des messages. Alors, je vous rassure, hein, ce n'est pas des articles qui mettent en avant la biodiversité. Si on a 3 lignes, c'est le bout du monde. Par contre, quelquefois, j'ai fait une sentier de randonnée. Alors, vous l'avez peut-être vu, puisque c'est un sentier de randonnée qui est passé dans les pages région Occitanie du Midi Libre. Le journaliste, j'y ai parlé de tout, de rien. À un moment donné, on se trouve au bord d'une rivière avec un petit trou d'eau. Je trouve un crapaud retourné. Je lui parle de la loutre. Il me dit, ah bon, il y a de la loutre ici. Donc, je lui explique la loutre, pourquoi, comment, etc. Il m'a fait une page entière sur la loutre et la loutre était en première page du Midi Libre. Donc voilà, petit à petit, on arrive à du résultat et à mettre en avant de la richesse environnementale de nos territoires. Au-delà donc de cette visibilité qu'on a réussi à avoir sur les médias, on intervient aussi directement auprès des collègues de l'Office de tourisme pour les événements ou les manifestations qui sont organisées par l'Office de tourisme. Depuis quelques temps, là, il y a ce qu'on appelle les balades vin et saveurs. Donc, c'est absolument terrible comme soirée où on prend un groupe d'une quinzaine de personnes. Alors, c'est soit des locaux, soit des touristes. On les amène sur un site emblématique du territoire. Donc, on monte en haut du Pic Saint-Loup, en l'occurrence. Et on leur fait déguster les produits du territoire. Et toute la montée, il y a un guide Eno qui parle de vin, de cépages, de terroirs, de vinification, et quelqu'un du service biodiversité, moi ou d'autres, qui explique à ces gens-là pourquoi les paysages sont comme ça, qu'est-ce qu'on y trouve comme espèces, animales, végétales, les liens entre la chauve-souris auxiliaire de culture qui aide le vigneron à lutter contre les ravageurs. Et voilà, du coup, on délivre un message qui vient associer le côté je découvre le territoire, mais je découvre aussi les produits. Et je vous explique qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. On a aussi, encore une fois, à la demande de l'Office de tourisme, sensibiliser les agents d'accueil de l'Office aux enjeux de biodiversité du territoire. Parce que dire c'est interdit d'aller là, ils sont capables de le répéter. Là, vous voyez le petit filigrane en bas. Donc, sur la gauche, c'est le Pic Saint-Loup. Sur la droite, c'est ce qu'on appelle la montagne de l'Ortus. Sur cette montagne de l'Ortus, il y a un arrêté de protection de biotope pour l'aigle de Bonelli qui dit que, en gros, du 15 janvier du 1er janvier au 15 juin, interdiction absolue de pénétrer ce milieu naturel par rapport à la problématique de la quiétude. Il y a tous les week-ends, s'il n'y a pas 500 personnes, il y en a 800. Il y a de l'escalade, il y a même des mecs qui décollent en parapente. Il y a même un gars qui a sauté en base jump. Enfin voilà, donc c'est un site qui est complètement perdu pour la quiétude. Mais si on n'explique pas aux agents d'accueil de l'Office de tourisme pourquoi il est pas recommandé d'envoyer des gens sur l'Ortus, elles ne sont pas capables de pouvoir relayer les messages. Donc il y a eu cette démarche volontariste de l'Office de venir vers nous et nous dire expliquez-nous pourquoi, qu'on puisse avoir les clés de langage, qu'on puisse comprendre et qu'on puisse relayer peut-être un message de base, peut-être un message assez simpliste, mais qu'on puisse relayer ce message-là. Et ça, c'est génial d'arriver dans ces démarches-là. Et dernier point que je voulais mettre en évidence, donc l'Office de tourisme est dans les locaux sont dans un espace naturel. Alors, on est en marge d'un espace urbanisé, mais un parc, ça s'appelle Pic Natura. Donc, quand on a vu arriver ce nom-là, on s'est dit, allez, encore du green quelque chose. Pic Natura, ils vont nous faire avaler des couleuvres en nous disant que le tourisme... C'était avant d'engager tout ce que je viens de vous expliquer. En expliquant que le tourisme, c'est vert, c'est durable, etc. Au final, on a eu toute la démarche que l'Office a été mise en place. Et ils sont même allés plus loin puisqu'ils sont en train de faire un inventaire naturaliste du parc. Donc j'étais samedi dernier avec un ornithologue. On a identifié plus de 20 espèces d'oiseaux qui fréquentent le parc. Il y a le projet de construire une spirale de biodiversité. Donc c'est le petit photomontage que je vous ai mis, pour pouvoir avoir du concret. Même si on n'est pas sur un espace naturel hypersensible avec des gros enjeux de biodiversité, il y a malgré tout cette prise en compte des enjeux de biodiversité par l'Office de tourisme pour pouvoir relayer des messages, allez, je dirais, plutôt bienveillants. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup Thierry.
Du coup, tu peux peut-être départager pour que les Ouais. participants se voient mieux. Sophie? Oui, juste, Thierry, tu as parlé d'un peu des éductours, mais tu n'as pas trop développé comment ça se passait, comment vous avez fait pour mettre en place ça, ou Oui, je connais pas très bien. effectivement. Donc, les éductours, en fait, c'est on propose à des adhérents d'un réseau de passer une journée sur une thématique. Et du coup, il y a donc l'Office a organisé, donc c'était dans le cadre du label Vignoble et Découverte, une journée à destination des adhérents de ce label-là sur la prise en compte, la découverte et la prise en compte des enjeux de biodiversité. Donc, on est allé sur un domaine viticole qui s'est saisi de ces sujets-là et sur un domaine oléicole. Voilà, donc on amène des éléments, on est là, on est présent. Alors, ça demande un peu de temps, hein, mais moi, encore une fois, enfin, moi, je préfère parler à des gens qui viennent pas forcément pour ça, parce qu'ils ont aussi leur propre expérience, ils ont leurs questions, ils ont leur approche, et voilà, c'est plus, on essaye plus de se rejoindre sur quelque chose de transversal plutôt que d'avoir du descendant. Ok, et du coup, c'est l'Office du tourisme qui vient vous chercher et qui prend Exact. l'initiative d'organiser ça. Oui. Exactement. Mais parce qu'on est aussi dans une démarche, enfin, moi, il m'appelle, j'y vais. Enfin, voilà, enfin, ça fonctionne vraiment dans les deux sens. Ok. Sans que ça soit éductour, ça me fait penser un peu aux démarches dans les parcs. Laure, tu me diras si je me trompe, hein, de mon souvenir que j'en étais quand j'y travaillais, de l'accompagnement qui est fait avec les marqués en fait sur les activités et sur les hébergements et autres, où ils sont formés, ils ont des formations pour pouvoir parler du territoire et de la biodiversité aux personnes qui viennent pratiquer une activité sportive ou qui viennent dans un hébergement marqué parc, enfin marqué valeur parc, pardon, ou je me souviens, il me semblait qu'il y avait des formations organisées justement, en plus de documents qu'on peut leur remettre, mais pour qu'ils aient les éléments pour répondre aux questions et pour comment dire, des pratiquants, quoi. Oui, ça passe forcément par la formation parce que on a des professionnels divers et variés. Après, alors les prestataires de pleine nature, c'est leur job. Donc eux, ils ont le bagage de base, on va dire, là-dessus. Après, c'est pas pour ça qu'on ne continue pas à les accompagner parce qu'il y a toujours besoin de se former sur différentes thématiques. Mais c'est vrai que pour voilà, un hébergeur ou même un producteur qui est en lien avec une clientèle, c'est important que la connaissance des patrimoines, elle se fasse sur l'ensemble du réseau. C'est des portes d'entrée qui sont importantes, et du coup, la formation, elle est… Alors après, c'est la géométrie variable en fonction des parcs, en fonction des années, des capacités qu'on a et d'animation et financière, etc. Voilà. Nous, on l'a fait beaucoup. Maintenant, malheureusement, on le fait un peu moins, mais on espère pouvoir revenir dans cette optique-là. Merci Laure. Du coup, François-Xavier, qui en plus, je me permets, j'en profite pour m'excuser parce que je crois que je t'ai oublié dans le tour de présentation tout à l'heure. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. Bonjour François-Xavier. Rien de grave, comme c'est moi qui habite le plus loin, j'ai pris la très mauvaise habitude de me connecter en dernier. Mes excuses à ceux qui étaient à l'heure. Je suis le responsable du service biodiversité dans un établissement public territorial de bassin sur le bassin de l'Adour, et nous sommes entre autres propriétaires d'un site d'une centaine d'hectares qui est un ancien site industriel, une ancienne gravière connexe à l'Adour que nous avions racheté, qui a fait l'objet d'une renaturation et qui est aujourd'hui devenu un espace naturel sensible au sens que lui donne le conseil départemental du Gers. Et nous y avons ce que nous appelons pour l'instant un peu pompeusement une maison de l'eau. Je dis un peu pompeusement parce que pour l'instant c'est plutôt un endroit où l'on héberge des services de l'institution et d'un syndicat de rivière, mais nous avons le projet d'une montée en gamme pour accueillir des publics un peu différents de ce qu'on accueille aujourd'hui. Aujourd'hui, on accueille notamment des scolaires dans le cadre d'animation organisée par notre établissement. Mais il y a aussi des gens qui viennent sur ce site-là pour s'y balader, s'y déconnecter, etc. Mais on ne leur offre pas considère qu'on ne leur offre pas une expérience un peu clé en main. C'est-à-dire qu'ils viennent, mais ils ne sont pas
guider ni quoi que ce soit sur des façons de s'approprier le site ou les enjeux. Donc, on a une grosse réflexion là-dessus, en interne à l'étabbissement, et puis avec des acteurs locaux, des communautés de communes, le syndicat de rivière, l'office de tourisme de pays, etc. Voilà, donc la difficulté pour nous, ça sera peut-être pas au niveau de ce qui a été présenté sur le Grand Pic Saint-Loup, mais on a voilà, quelques espèces de biodiversité extraordinaire, et puis toute une biodiversité ordinaire dont on estime qu'elle a aussi sa place dans ces discours-là. Et donc, j'avais une question qui est un peu dans un sens et dans l'autre à Thierry. Ma question, c'était, est-ce que la collectivité, elle est un acteur qui va, puisque les exemples, c'était l'Office du tourisme, par exemple, qui sollicite la collectivité pour un éclairage, etc. Est-ce que la collectivité, elle était dans une démarche elle-même de promotion de ça, en se disant, pour promouvoir ça, l'Office du tourisme est un acteur qui peut nous y aider? Donc, c'était la question dans ce sens-là. Et l'autre question que j'avais, c'était, est-ce qu'il y a des acteurs associatifs, des opérateurs privés qui viennent directement vers la collectivité, c'est-à-dire sans passer par l'office de tourisme, qui viennent directement vers la collectivité en disant, ben voilà, nous on a ce genre d'activité ou ce genre de projet d'activité. Voilà. Est-ce qu'il y a un triangle entre collectivité, OT et opérateurs, ou est-ce que pour l'instant c'est un peu au coup par coup? Aucun jugement de valeur de ma part sur la question, hein. C'est juste pour essayer de voir comment ça se tuile. Merci. Pas de souci. Alors, c'est véritablement une démarche volontariste de l'Office de tourisme. Donc, je crois que c'est la statut d'EPIC, donc fonctionnement indépendant, autonome, même si le président de l'Office de tourisme, c'est le même que celui de la communauté de communes, mais son fonctionnement est propre. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'orientation donnée par la communauté de communes pour développer tel ou tel axe de communication ou autre. Deuxième chose que j'avais envie de dire, donc je vais quitter mes fonctions là dans quelques jours. Je ne sais pas si ce sera aussi efficace, aussi profond, aussi impliqué, parce que c'est aussi beaucoup une affaire de personnes. Voilà. Pour tout vous dire, l'article sur le Ravin des Arcs, j'y suis allé, j'étais en congé. Alors, j'ai pas demandé une médaille, j'ai pas demandé quoi que ce soit, hein, parce que, enfin, de toute façon, je serais allé randonner quelque part, donc du coup, c'était l'occasion d'y aller et puis de pouvoir délivrer ces messages. Et puis, enfin, au final, pour moi, je considère que c'est une richesse, c'est une chance de pouvoir être là pour faire passer des messages via d'autres réseaux. Voilà, enfin, communiquer dans nos réseaux à nous. Alors, on se met en avant. Voilà, là, j'ai un petit article qui est passé sur la lettre des présidents de site Natura 2000 sur une Cathy sur la loutre. Alors, c'est sympa parce que ça met en avant ce qu'on fait, mais auprès de gens convaincus, et c'est une espèce d'entre-soi. C'est important. Mais à pouvoir s'ouvrir vers d'autres publics, c'est aussi vachement important. Et la deuxième question, c'était... les acteurs privés. Est-ce qu'on est sollicité par des acteurs privés directement? Peu. Donc, on est territoire engagé pour la nature. J'ai une entreprise qui a été labellisée entreprise engagée pour la nature, qui est venue vers moi en disant, voilà, le PCI est TEN, nous, on est entreprise engagée pour la nature, est-ce qu'on n'a pas des rapprochements à faire? Donc, cette démarche était assez sympa parce que y a eu cette prise en compte. Alors, c'est un petit site, enfin, voilà, il n'y a pas d'enjeu majeur, mais on y est allé. J'y suis allé, j'ai contribué, voilà, j'ai participé à cette logique-là. Après, c'est surtout des démarches de réseau, et ça me permet de rebondir sur la question de Geoffrey dans le chat. Pour les pratiquants de sport de pleine nature, as-tu contacté des fédérations sportives et les clubs? Il faut qu'il y ait un intermédiaire pour avoir ce relais extérieur. Sur les sites Natura 2000, l'intermédiaire, c'est la démarche charte.
Donc, on a engagé des travaux avec les highliners. Là, il y a un truc qui est en train de s'engager avec les grimpeurs pour aller vers la signature de cette de charte Natura 2000 à l'échelle de plusieurs sites. Donc, je dirais que ce n'est pas spontanément eux qui viennent vers nous, enfin extérieurement, que ce soit alors le privé, quasi pas, l'associatif, un petit peu plus. Alors, les chasseurs l'ont bien compris. Ça fait quelques années qu'ils ont bien compris cette interrelation avec leurs activités et les enjeux de biodiversité. Donc, ils viennent assez facilement vers nous. Mais voilà, non, c'est pas les usages, en fait. Mais je pense qu'il est important d'y répondre quand ça arrive. Et justement, excuse-moi. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est Geoffroy. Justement, par rapport à ça, je rebondis parce que c'est vrai qu'on avait fait un entretien avec toi et des professionnels là, il y a un mois ou deux sur le barrage Bertrand. Et justement, c'est un peu la remarque que je me faisais, c'est que beaucoup de personnes qui viennent sur les sites viennent via des clubs, via des associations, etc. Et qui, si eux n'ont pas forcément l'information pour les randonnées, pour aller faire du vélo, alors les grimpeurs, ils commencent vraiment à... Enfin, nous, je sais qu'on entame une démarche, des grimpeurs pour vraiment labelliser des sites, etc. Est-ce que justement, on n'a pas un enjeu à voir avec justement les associations, les fédérations, pour faire passer un message relativement simple qui éviterait tout un tas de problématiques sur des surfréquentations, sur des lieux à enjeu, etc. Parce que c'est un public qui n'est pas forcément informé et qui n'a pas volonté de venir non plus, quoi. Oui, c'est sûr. Après, le fait de discuter avec ces pratiquants-là, on peut amener des clés de compréhension et on peut les amener à comprendre pourquoi il y a ces interdictions, pourquoi il y a ces précautions à prendre. Et ce qui a été dit là tout à l'heure, je crois que c'est Laure qui disait, c'est aussi pour nous des relais et ça fait partie de leur fonds de commerce. Enfin, moi, j'ai été faire la Via Ferrata sur le Torac. Le guide, il me parlait de biodiversité. Donc, je trouvais sympa qu'ils se saisissent de ces sujets. Alors, ça restait un discours très basique, mais c'est quelque chose dont lui a besoin pour raconter une histoire à ses clients. Quand tu vas faire du canoë sur l'Hérault, tu as un petit speech sur Natura 2000. Oui, mais moi excuse-moi, je te coupe, hein, excuse-moi, mais moi je te parle plus du Montpelliérain, grosso modo, je caricature, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, si tu veux, c'est le Montpelliérain citadin qui, un week-end il fait beau, il se dit tiens, je vais faire la montée du Pic Saint-Loup. Non, tu le touches pas, lui. Est-ce qu'on ne peut pas justement essayer de le toucher par les fédés, les clubs ou, je sais pas, le département, enfin, j'en sais rien, mais parce que je pense que c'est ce public-là qu'on ne touche pas, pour lequel il y a le plus d'enjeux. Enfin, c'est un peu le constat que oui, parce que c'est la masse. C'est la plus grosse masse qui vient chez nous. Et il y a une problématique, c'est mon analyse perso, hein, mais il y a une problématique de code. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand le citadin il promène son chien en ville, il le tient en laisse. Quand il rentre dans un bar, mais c'est très bien qu'il ne peut pas rentrer dans un bar ou un commerce avec son chien, donc il le laisse dehors. Quand il arrive dans la nature, il ouvre la malle et allez, c'est open bar. Voilà. Et c'est compliqué à toucher. Enfin, même les pratiquants d'activités de pleine nature, on va discuter avec qui? On va discuter avec les présidents de clubs, on discute avec les comités départementaux. Mais derrière, il y a des adhérents et les messages, s'ils ne sont pas bien relayés, ils ne passent pas. Et les activités de pleine nature, à part les activités encadrées où il y a quelqu'un qui te drive et qui est capable de délivrer des messages, ça reste des pratiques individuelles et souvent individualistes. Donc, s'il n'y a personne, moi je suis assez peu favorable au panneau, parce que le panneau, personne ne le lit, voilà. Et je suis plutôt favorable à remettre de l'humain dans les milieux, dans les espaces naturels ou à la rencontre des gens. Et quand on fait ces balades vins et saveurs, on va toucher des touristes, mais aussi des locaux. Et on peut leur passer des messages, on peut répondre à leurs questions, on peut leur expliquer. Voilà. Après, ça prend du temps. Ça, c'est tout l'enjeu effectivement, j'ai envie de dire, de capter les gens qui sont en fédération, qui sont en association, etc.
c'est facile. Voilà, ça c'est le premier truc qu'on fait parce que du coup on les a autour de la table, on a une manière de communiquer avec eux, c'est facile. Effectivement, c'est peanuts dans l'aspect fréquentation des espaces naturels, notamment pour les loisirs ou les APN. Après, c'est aller récupérer les autres. Et là, les autres, c'est un autre enjeu. Alors, il y a les territoires où il y a toujours eu du monde. Ils n'ont pas trop perdu et encore l'aspect effectivement éco-garde, en tout cas pour les parcs nationaux c'est le cas, pour les parcs naturels régionaux il y avait encore quelques PNR qui avaient du monde sur place, pour les autres voilà, c'est des choses qui étaient passées à la trappe complètement. Nous c'est pareil, on est parti du constat, on a des élus qui nous ont, même si chez nous on ne peut pas parler de surfréquentation en tout cas globale, mais ponctuellement il y a des choses qui se passent. Et les élus nous ont contactés en disant oh là là mais qu'est-ce qu'on peut faire, il faut mettre des panneaux pour que les gens pour donner les bonnes consignes. En fait nous voilà, on essaye de freiner les cas de fer là-dessus parce que les panneaux voilà, il y a tout un tas de soucis, puis en fait les gens ils les lisent pas. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau de nous on a mis des médiateurs montagne à des endroits donc sur Natura 2000 pour le coup chez nous parce que c'est là où on a les financements, mais ça mériterait d'être mis sur d'autres périmètres, notamment sur les enjeux pastoraux, parce que nous c'est quand même beaucoup avec tout ce qui est chiens de protection qu'on a aussi des soucis avec en termes d'interaction multi-acteurs. Et là, on a travaillé avec les accompagnateurs en montagne, parce qu'en fait, nous, on n'a pas de garde chez nous, et c'est eux qui sont à même de connaître et la clientèle et les bonnes pratiques. Donc, on travaille avec eux au niveau de la marque Valeur Parc depuis 10 ans. On les connaît, ils nous connaissent, et donc on a pu activer 50 jours de médiation montagne sur 3 sites Natura 2000. Et on a des très bons retours. Après, ça demande un engagement financier qui est au final pas si énorme que ça. Voilà, nous, on était sur 20 000 €. Alors, évidemment, on ne touche pas l'ensemble de périmètre, parce que notre périmètre, il est vaste, mais c'est pas non plus énorme, sincèrement, par rapport à plein d'autres actions. Donc voilà, mettre de l'humain et que les gens aillent au contact et en profitent pour faire de la médiation biodive et de l'éducation naturaliste aussi ou sécurité, tout simplement, parce qu'en montagne, on a des gens qui viennent sans ça. Et voilà, là, on va tester la 2e année cette année. Il y a le Pays d'Olme chez nous qui ont mis ça en place avant nous aussi. Et voilà, les retours sont bons. Voilà, je pense que dans ces espaces naturels, avec des gens qui n'ont plus du tout les codes, il faut passer par l'humain. Et des fois, c'est pas drôle, en fait, de scoltiner le touriste qui a envie d'être libre sur sa pratique. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. C'est vrai que le médiateur ou la personne physiquement présente pour discuter avec les personnes sur le terrain, c'est ce qui fonctionne. Enfin, ça fonctionne très bien. C'est le parc national des Pyrénées, je crois, qui est en train de mettre en place aussi un programme là pour mettre des médiateurs un peu partout sur les vallées. Ouais, c'est le cas dans beaucoup d'espaces naturels, que ce soit parcs. Il y en a qui prennent des services civiques, il y en a qui prennent sur la réserve de Confluence Garonne-Ariège, là, qui ont une fréquentation énorme parce qu'ils sont en zone urbaine. Ils prennent chaque année une équipe de services civiques hyper importante, justement, pour être présents, pour discuter. Donc, c'est vrai que ça ne peut pas être fait partout, ça a un coût aussi, etc. Mais ça fonctionne, on ne peut pas le nier. Nous, on n'a vraiment pas souhaité mettre des novices en fait sur cette fonction-là parce que elle est pas simple. Elle est pas simple. Elle demande beaucoup de finesse en fait. Et voilà, on a la chance aujourd'hui de pouvoir avoir cette enveloppe financière et donc on a mis des pros et on est très satisfait du travail. Il est 10h moins 10. Je propose que Laure, on te passe la parole du coup pour présenter le programme. Et puis voilà, ensuite on pourra, de toute façon, on va enclencher la discussion en suivant. Ok. Donc moi je suis Laure Letard, je suis chargée de mission tourisme nature au parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis en poste. Donc nous, le tourisme au niveau du parc, du parc des Pyrénées ariégeoises, c'est pas une thématique qu'on a énormément travaillé, donc on n'a pas un service très très fort à ce niveau-là. Voilà, on l'a travaillé sur différentes thématiques et donc là je vais vous parler de quelque chose de très opérationnel sur un exemple très
très parc naturel régional dans sa globalité, qui est effectivement comment on commence à valoriser et à initier un réseau autour de la ressource nuit et de notre ciel étoilé. Donc moi, j'ai pas de présentation. Enfin, j'en ai une que j'ai retrouvée que je vais pouvoir vous présenter, mais on va faire ça plutôt en discussion. Le territoire du parc des Pyrénées-Ariégeoises, pour ceux qui ne le connaissent pas, alors je regardais Thierry par rapport au tien. Donc nous aussi, on a 50 000 habitants, sauf que c'est sur 138 communes et c'est une grosse moitié du département. Donc on n'est pas du tout sur la même densité. Avec une part, évidemment, la partie transfrontalière Andorre, Espagne, donc avec la haute montagne, et aussi la partie Piémont qui va jusque voilà, le Volvestre, en limite de Volvestre de la Haute-Garonne et une partie Arize-Lez. Donc voilà, un territoire très vaste et voilà, je pense que vous connaissez comment fonctionnent les parcs naturels régionaux. On est sur des territoires habités avec des zones de protection un peu plus fortes, mais chez nous, on n'en a pas beaucoup. Et on est gestionnaire de 5 sites Natura 2000. Voilà, ça c'est pour le parc des Pyrénées-Ariégeoises. Là, quand est-ce qu'on a démarré sur la ressource ciel étoilé? C'était assez longtemps. Nous, on a un parc, on est arrivé en 2009. Ça a été assez vite les questions d'énergie, des questions sur lesquelles on s'est emparé, notamment parce que les Comcom à l'époque n'avaient pas forcément ces compétences-là. Et donc, on a pris l'optique économie d'énergie, évidemment, donc avec l'angle pollution lumineuse et extinction de l'éclairage. Donc là, l'idée, c'était nous, comment on a travaillé là-dessus. On a accompagné les communes en lien avec le SDE, le syndicat d'électrification, sur tout ce qui est extinction, économie d'énergie, faire comprendre en quoi éclairer toute la nuit, c'est de la pollution lumineuse, qu'il y a des impacts biodiversité qui sont présents. Alors ça, c'est un discours aujourd'hui qui s'entend énormément. Il y a 10 ans et il y a 20 ans, autant vous dire que c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et on était... c'était vraiment plus compliqué de travailler avec les élus là-dessus. On a même un certain nombre d'élus sur le territoire qui ont fait campagne sur les actions, enfin sur les campagnes municipales en disant nous, on n'éteindra pas l'éclairage. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un contexte où on nous appelle beaucoup en nous disant bon, voilà, maintenant ça y est, on est prêt, on veut éteindre voilà, mais c'était pas forcément le cas à l'époque. Et puis, aujourd'hui, on est bon, clairement, on le sait, hein, les communes, elles viennent notamment pour les aspects énergie et économie sur leur budget. Et nous, on est là aussi pour dire, ben voilà, on va essayer de le faire, mais pas uniquement de l'extinction un peu pure et simple, mais aussi y mettre de l'ingénierie pour le faire correctement et avec un impact sur la biodiversité qui est le moins... Voilà, le moins dégradant possible. Donc ça, c'est tout un peu le travail de fond qu'on a fait, et notamment avec les collectivités pendant presque une dizaine d'années. Et il y a 3 ans à peu près, on a souhaité, et notamment moi du coup sur l'aspect tourisme durable et comment on crée une offre à partir d'une ressource au niveau de notre territoire, on a voulu travailler sur l'aspect valorisation, c'est-à-dire moi, je dis souvent, aujourd'hui, on vient dans les Pyrénées-Ariégeoises pour le paysage, pour la nature préservée, pour maintenant l'aspect fraîcheur aussi, etc. Hein, c'est des nouveautés. On souhaite que demain, on vienne aussi pour sa ressource ciel étoilé parce qu'on sera un endroit où on va pouvoir observer les étoiles et les observer de manière qualitative. Donc, c'est des choses qui ont été faites par un certain nombre d'acteurs, puisqu'on avait déjà des acteurs de l'astro qui étaient présents. Mais là, c'est de se dire, voilà, on en tire une essence et potentiellement un potentiel de destination. Et en tout cas, on essaye de travailler cet angle-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? Alors, là, je vais vous... Ouais, c'est ça. Je vais vous partager. Alors, est-ce que ça fonctionne? Tac. Écran 1. C'est... Donc, comment on a fait ça? Donc, déjà, c'était... Vous voyez, du coup, là, mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Ok, d'accord, très bien.
Donc, c'était faire comprendre déjà l'intérêt voilà, de notre ciel étoilé. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup sur notre secteur du Pic du Midi parce qu'ils sont réserve internationale de ciel étoilé. On parle des causes du Quercy aussi pour cette thématique. Au final, nous, quand on interroge les astros sur notre territoire, on dit non, si, dans les Pyrénées-Ariégeoises, on a un vrai potentiel de nuit noire et sur lesquels, d'ailleurs, on travaille avec les élus pour qu'ils soient encore plus intéressants. Mais donc, on a une vraie offre de qualité de noir, en fait, intéressante, et notamment, évidemment, sur les espaces de montagne. Voilà, donc l'idée, c'était de faire comprendre un peu ça et de travailler avec de la mise en réseau des prestataires. Donc là, la première chose qu'on a fait, c'est pas des gens avec qui forcément on travaillait, donc c'est recueillir qui travaillait, avait déjà une offre existante sur la nuit. On a voulu, dès le départ, la travailler de manière très large. C'est-à-dire que, évidemment, il y a le monde de l'astronomie. Avec les astronomes, on a un observatoire à Sabarat qui fonctionne. On a un projet sur la station de Guzet avec aussi une bonne dynamique d'astronomes. Mais l'idée, c'était aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs sur le monde de l'éducation à l'environnement, ce qu'ils faisaient en termes de nocturne, le monde de l'accompagnement en montagne, voilà, comment les accompes aujourd'hui, est-ce qu'ils faisaient un peu des veillées, des nuits étoilées, des choses comme ça, et aussi le monde de la culture, alors sur lequel on n'arrive pas encore à les rattraper, mais voilà, c'est vrai, quand on parle de la nuit, c'est aussi l'univers du conte, c'est aussi l'univers de quelque chose de plus sensible, en fait, qui peut s'exprimer, et sur lequel nous, on a souhaité intégrer ces gens-là. Donc l'idée, c'était de faire un peu ce recensement-là, et une fois qu'on a vu des premières personnes intéressées, comme dans beaucoup de projets, on a commencé à aller voir ailleurs, parce que c'est toujours important d'aller voir ce qui se passe ailleurs, et donc on a fait un voyage d'études dans le parc national des Cévennes, parce que c'est pareil, comme le parc national des Pyrénées, ils sont réserve internationale de ciel étoilé. Donc là, on a été rencontrer les agents du parc, les élus sur les aspects, parce que là, on a mixé en fait entre élus et prestataires touristiques, prestataires d'animation. Et donc, on avait toujours les deux focales, de faire comprendre l'intérêt pas l'intérêt, mais les problématiques de la pollution lumineuse, et de se dire, une fois qu'on a bien travaillé là-dessus, comment on a des acteurs économiques qui vont pouvoir valoriser cette ressource nuit. Et voilà, donc on mixe souvent les publics, et ça marche plutôt bien, parce qu'en plus, on s'aperçoit que nos élus, le fait de comprendre qu'on peut derrière avoir une offre touristique qui ramène et des visiteurs et de l'économie, ça leur parle. Et les prestataires, de leur côté, ils voient aussi la démarche des collectivités sur l'extinction et sur la dynamique territoriale. Donc, voilà, pour nous, c'est tout bénef. Donc, on a fait ce voyage d'études mixte où on a été rencontrer les acteurs de la RIS dans les Cévennes et les acteurs touristiques. Donc, ça a été un bon déclencheur pour ensuite avoir ce groupe-là de travail, et sur lesquels on a forcément été piocher des bonnes idées, même si aujourd'hui, nous, on ne part pas sur le projet de réserve internationale de ciel étoilé pour un certain nombre de soucis chez nous, mais ça a été un bon départ de motivation. Ensuite, on a fait ce qu'on a appelé des formations, c'est-à-dire on a fait établir un peu avec eux une sorte de plan d'action, et quels étaient leurs besoins, et comment le parc, nous, on pouvait répondre à leurs besoins. Donc voilà, là, c'était aussi de l'interconnaissance, parce qu'en fait, on s'est aperçu que le monde de l'éducation à l'environnement, le monde de l'astronomie, le monde de l'accompagnement en montagne ne se connaissaient pas forcément. Et du coup, ça a créé aussi des synergies, et ça a créé des produits, même touristiques, qui sont nés de cette interconnaissance avec de ce petit groupe qu'on a appelé Cultiver la nuit. Pour exemple, on a mis des hébergeurs qui étaient intéressés chez eux pour faire mieux connaître le ciel étoilé, un hébergement pas de groupe, mais sur une quinzaine de personnes, et qui du coup s'est dit moi vraiment il faut que je propose à mes clients potentiellement ça, et qui du coup a découvert un certain nombre de prestataires en astro là pour le coup, et qui fait intervenir du coup maintenant ces gens-là sur demande
dans l'hébergement, en fait. Donc voilà, tout ça, c'est des petits liens qui se sont faits. Ce qu'ils nous ont dit, c'était ce qu'on s'est dit ensemble, c'était pour faire connaître cette offre-là, commençons à voir tout ce qui existe en fait et mettre en avant cette offre nocturne sur notre territoire. Donc là, on a fait un petit, un programme papier, web, etc., où on a recensé en fait les animations autour de la nuit, donc qui sont, comme je vous le disais, très diverses. On va avoir, on a des professionnels sur le territoire qui sont spécialistes en photo de nuit et du coup qu'on crée aussi des stages en fait pour que les gens apprennent à photographier la nuit. Alors ça paraît un peu original, mais on a eu du monde là-dessus. Donc ça fait 2 ans qu'on le fait. On a à peu près une trentaine d'animations, 13, 14, 15 prestataires qui y sont. On le diffuse, on travaille avec nos offices du tourisme et l'ADT à ce niveau-là, on le relaie sur les réseaux sociaux, etc. Et ça fonctionne plutôt bien. Et ce qu'on voit sur ce retour d'animation, maintenant que ça fait 2 ans, alors, c'est qu'on n'avait pas imaginé à l'époque, moi, je n'avais pas du tout imaginé que potentiellement, c'était une offre intéressante vis-à-vis du changement climatique. On a eu un été l'année dernière où clairement, avant 18 h, on ne faisait pas grand-chose. Et pour le coup, d'avoir une offre nocturne, ça permet aussi d'avoir une offre possible en plein air pour les visiteurs. J'avoue que on n'avait pas du tout intuité ça et ça fait partie des choses. Alors, voilà, l'été prochain, on verra. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt pluvieux, ce qui n'est pas extraordinaire pour les observations des étoiles, mais voilà, ça a des variations en fonction des années. Que vous dire sur cette offre-là voilà, elle est en cours d'élaboration. Il y a encore du boulot, mais voilà. On voit que ça, oui, c'est ça. On voit que ça fonctionne et que c'est une originalité et que ça permet une diversification par rapport à une offre touristique existante, qui soit tourisme durable ou non tourisme durable. Voilà, donc là, c'est vraiment l'idée comment d'une ressource naturelle, on en fait de la valorisation et des produits touristiques. Donc là, après, il y a plein de projets. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a doté un certain nombre de structures et éducation à l'environnement et hébergeurs et refuges de matériel d'observation. Donc là, on était sur des fonds au niveau de la trame verte et bleue, donc on a pu se doter ça. Donc en fonction des besoins, on a soit des télescopes, soit des jumelles, soit des petits télescopes sur pied. Donc voilà, on a doté de refuges, des gîtes d'étape, des accompagnateurs en montagne, des structures qui font de l'accueil d'éducation à l'environnement. Voilà, donc là, vous avez les petits chiffres de combien ça coûte. Alors, là-dessus, c'est pas simple parce que derrière la dotation de ces outils-là, clairement, il faut de la formation et énormément de formation. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà un peu astro-amateurs et qui vont s'y mettre, etc. Pour des gens qui sont un peu loin, clairement, ça demande une prise en main un peu costaud. Voilà. Donc, derrière, ça veut dire qu'il faut qu'on ait nous, de la continuité avec les prestataires pour les former, pour faire des journées, des soirées avec eux qui s'auto-forment aussi. Enfin, ça demande du boulot. Mais pour le coup, on a aujourd'hui par exemple des gîtes sur lesquels on communique en disant voilà, ce gîte, c'est un peu entre guillemets un gîte étoilé où vous allez pouvoir avoir du matériel de formation, une personne qui va pouvoir un peu vous guider dans l'observation et qui aura aussi le carnet d'adresses pour vous amener sur les étoiles. Alors ça, par exemple, dans le parc des Cévennes, c'est très fort parce qu'eux, ils ont une communication forte là-dessus et ils ont vraiment accompagné leurs hébergeurs. Donc aujourd'hui, ils ont vraiment des gens qui, dans les offices du tourisme, rentrent en disant je viens pour la nuit et pour faire des choses de niveau nocturne et astro, où est-ce que je peux aller? Donc voilà, nous, on n'en est pas là, mais l'idée, c'est de teinter le territoire aussi quand même de cette capacité à travailler son ciel étoilé. Donc les aspects
matériel, voilà. Et après, bon là, c'est sur autre chose. Peut-être vous dire sur la suite. Je vais départager ça. Hop, voilà. Tac. Sur la suite de ce qui va se passer, c'est donc continuer, nous, ce groupe-là, à impulser un peu des synergies entre eux et des formations et des prestations, continuer à faire ce travail-là. Là, on a essayé de mettre dans la boucle au début les offices et l'ADT qui se sont pas forcément emparés dès le début de la thématique, mais qui maintenant voient qu'ils ont des prestataires sur leur territoire et qui voient l'intérêt de thématiser assez fortement le truc. Et donc, ça y est, maintenant, on les a dans la boucle et aujourd'hui, ils diffusent beaucoup plus l'offre qu'on collecte. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a trouvé un peu de financement. Du coup, les offices du tourisme nous ont dit, nous, ce qu'on a besoin, ce dont on va avoir besoin là pour communiquer maintenant, c'est des supports qualitatifs. L'offre, elle est là. Elle a besoin d'être étoffée, mais on a besoin de vidéos, de photos de qualité. Donc, on est parti là-dessus, sur des photos nuit pour mettre en avant le territoire, des photos qualitatives avec des familles, avec des couples, avec ce dont a besoin un office du tourisme pour mettre en avant une offre. Donc, là, on est sur cette chose-là. Et puis, continuer à former sur le matériel, parce que ça, c'est pas inné. Et après, on verra en fonction des financements variables. Aujourd'hui, on est sur un moment où on a moins de sous pour faire avancer ça et notre collègue chargé de mission Trame Noire n'est plus là, donc il faut qu'on se réorganise, mais ça fonctionne et on veut pas lâcher l'affaire sur ça, parce qu'on voit que c'est porteur et que ça nous permet aussi d'être un argument pour nos élus sur la motivation de l'extinction et de la rationalisation de l'éclairage public. Voilà. Donc, c'est vraiment une action parc dans sa globalité où on parle énergie, on parle biodive et valorisation économique du territoire, et en lien vraiment en direct. Là, pour le coup, la manière dont j'ai fonctionné, c'est vraiment de travailler en direct avec les pros qui ont une offre et qui ont développé une offre aussi ces 2 dernières années, parce qu'ils ont vu aussi l'engouement et le fait que ils ont été assez satisfaits de voir qu'une collectivité prenait en compte leur offre et arrivait à en faire une vraie thématique. Voilà. Peut-être plutôt répondre à vos questions, si vous en avez, ou sur… Merci Laure, oui, ça. c'était parfait. Je pense que ça peut ouvrir à pas mal de questions. Moi, j'en ai déjà, mais j'attends un peu. Bon, sachant que j'aurais pu, quand on a discuté avec Julie, j'aurais pu vous parler de qu'est-ce qu'on a fait quand on a réintroduit le bouquetin des Pyrénées, mais qui au final est en fait méthodologiquement un peu la même chose. C'est comment d'une ressource et d'une espèce emblématique, pour le coup, on a travaillé touristiquement cette matière-là au niveau du parc. Mais là, l'idée, c'était plutôt de partir sur le ciel étoilé. C'est la remarque que j'allais faire, en fait. Après, je laisserai les questions. C'est qu'effectivement, la démarche que vous avez eue, et donc tu viens de le dire avec le bouquetin, finalement, ça peut se faire autour de plein de sujets en fonction des territoires. Et c'est plus la démarche qui est intéressante. Enfin, c'est la démarche qui est intéressante, effectivement, d'arriver à valoriser. Sur le Pic Saint-Loup, vous faites ça avec peut-être des tours viticoles. C'est ce que tu as expliqué un peu tout à l'heure. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais selon la ressource du territoire, effectivement, et l'intérêt, ce que tu veux mettre en avant, tu peux arriver à organiser toute une démarche en accrochant les partenaires locaux, les hébergeurs, certains prestataires. Et c'est ça qui est intéressant, de voir finalement qu'ils ont vraiment joué le jeu et que, comme tu dis, en quelques années à peine, 2 ou 3 ans, là, ils se saisissent vraiment de la chose pour aller de l'avant sur ce sujet-là. Ouais, moi, j'avais juste une question sur le fait de faire venir des gens la nuit. Comment vous avez pris en charge les espèces animales nocturnes et qu'il n'y ait pas de confrontation et de perte de biodive par rapport un risque de perte de biodive, de faire de la fréquentation nocturne avec les espèces? Alors aujourd'hui, on n'en est pas là dans le sens où,
enfin, l'objectif, il n'est pas effectivement de faire venir des milliers de visiteurs la nuit. Et là, pour le moment, on est vraiment sur de l'accompagnement. C'est-à-dire que ces gens-là, aujourd'hui, ne viennent pas en autonomie. Ils sont forcément guidés, soit par des accompagnateurs en montagne, soit par des astros, soit par des structures de visite en lien avec la biodive. Donc, à partir du moment où il y a de l'accompagnement, il y a forcément une manière de faire qui est respectueuse. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout sur plein de gens qui sont là la nuit. Enfin, on n'en est vraiment pas là. Par contre, on réfléchit avec les offices et on le réfléchira avec les acteurs locaux de l'environnement aussi, à pointer quelques sites sur le territoire où les gens peuvent venir en autonomie, ont une qualité de ciel étoilé pour observer et qui seraient évidemment, alors en non-dérangement, donc pas sur des sites potentiellement sensibles au niveau de certaines espèces, et qui permettrait aussi les aspects sécuriser le foncier, de ne pas être sur des propriétés privées, d'avoir quelques places où on peut se garer, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est vraiment pas sur l'aspect sensibilité biodive par rapport à cette offre touristique qui est vraiment peanuts sur le truc et qui pour le moment est vraiment quasiment uniquement encadré. Voilà. Merci. Tu disais que vous prêtiez du matériel du coup à certains opérateurs pour l'observation et qu'il y avait des conventions qui étaient passées avec ces hébergeurs ou opérateurs et du coup vous avez une contrepartie sur le prêt de ce matériel. Ils vous font des retours ou non, c'est vraiment juste vous avez conventionné avec eux et vous leur faites confiance? Alors, effectivement, on a une convention, puisque c'est quand même du matériel qui est assez onéreux et sur lequel ils restent. C'est la propriété du parc, mais c'est leur responsabilité. Non, la convention, pour nous, c'était essentiellement de se dire, ce matériel, on veut pas qu'il dorme quelque part. Donc, dans la convention, on impose à la fois qu'ils participent aux formations qui sont proposées et à la fois qu'ils aient une offre visible pour leurs clients ou leurs membres associatifs, ça dépend des structures, où ce matériel-là sert. Voilà, pour nous, c'est vraiment ça. Et donc, on fait le bilan à 1 an. Et là, pour tout vous dire, il est possible qu'il y ait des personnes où on se mette d'un commun accord en fait en disant en fait aujourd'hui c'est pas visible, l'offre elle n'est pas visible sur vos sites ou elle n'existe pas sur votre hébergement par exemple, et nous voilà, autant qu'on arrive à trouver des prestataires avec qui ça fonctionne et donc on peut en arriver là. Après ce sera pas forcément un échec parce qu'on le sait, hein, si vous êtes un peu astro, vous savez que c'est pas facile et donc je crois qu'on a été assez transparent au début là-dessus. Donc ouais, pas de convention, pas de le donnant-donnant, c'est ça. C'est-à-dire on vous dote, mais par contre derrière il y a de l'activité, un minimum d'activité et de formation à proposer. Ok, merci. Micro. Je disais oui. François-Xavier? Oui, alors j'ai une question qui va un petit peu s'éloigner de la question du patrimoine ciel nocturne, mais j'étais intéressé par une petite phrase qui est apparue tout à l'heure dans la présentation, c'est la capacité à faire un pont entre ces patrimoines-là et puis les aspects culture au sens très large. Je pense qu'il y a là c'est parfois surprenant pour les collectivités gestionnaires d'espaces naturels, enfin, je sais pas, collectivités comme la nôtre, d'aller marcher sur ces sentiers de l'art parce que c'est pas forcément la première des portes à laquelle on pense toquer. Je vais donner un exemple pour notre part, même si on n'a pas encore engagé quelque chose de très tourisme durable vis-à-vis de nous ou vis-à-vis de partenaires du territoire sur ça, mais on a depuis quelques années des partenariats conventionnés avec l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées, qui a une double implantation Tarbes-Pau,
où notre site naturel dans la vallée de l'Adour sert d'ancrage à des travaux d'étudiants de cette école-là autour des thématiques voilà, de l'eau, des milieux naturels. Et c'est une autre appropriation de ces aspects-là et probablement il y a des choses à creuser pour nous à l'avenir. Pour l'instant, c'est un peu... nous servons de site où ces étudiants viennent travailler. Il y a parfois des conférences de gens qui viennent du monde de l'art et qui font un peu le pont avec ça. On n'est pas encore très entré dans une valorisation de ces productions artistiques d'étudiants comme une façon d'aborder ces questions de nature et de biodiversité. Et je pense qu'on a des choses à creuser comme ça. Et donc, voilà, j'étais un peu interpellé, je prie de m'excuser parce que c'était vraiment un chemin de traverse dans ce qui nous a été expliqué là, mais j'ai entendu aussi cette question, cet élément sur la nuit, c'est le domaine du conte, etc. Et voilà, je pense qu'il y a des publics, le mot n'est pas toujours très intéressant, en tout cas, il y a des gens autour de nous qui peuvent venir vers ces questions d'espace naturel et de biodiversité par des portes d'entrée qui ne sont pas justement celles de la biodiversité, des espèces animales, végétales, voire même pas forcément ces questions de paysage au sens un peu restrictif où on l'emploie parfois. Et voilà, dans une approche plus anthropologique, appropriation de patrimoine et d'endroits dont on est familier ou au contraire dans lesquels on cherche quelque chose de très dépaysant, mais de dépaysant par rapport à la vie quotidienne et que ce n'est pas forcément d'aller chercher quelque chose, je parlais tout à l'heure de biodiversité extraordinaire. Parfois, c'est simplement une envie de rupture. Voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs fils comme ça qu'on n'utilise peut-être pas assez, peut-être parce qu'on est les uns et les autres, on sort un peu tous des mêmes nids qui sont ceux de la biologie, peu de la géographie et peut-être encore moins des sciences humaines. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de collègues qui soient sociologues ou anthropologues qui, des collectivités, confient ces questions d'espace naturel. Et peut-être que là, on a un déficit, on a un peu un déficit général. Ouais. Moi, je partage complètement votre avis et envie de mêler ça. Je pense que la sensibilisation des personnes, elle peut pas passer que par les aspects très scientifiques et très enfin voilà, on ne peut pas parler que de biologie, effectivement. Alors sur le monde de l'astro, en plus, on va sur un niveau très costaud en termes de sciences, parce que là, quand on commence à parler, voilà, astro, c'est pas pour tout le monde et tout le monde n'a pas forcément envie de commencer par ça. Et alors, voilà, moi j'ai du mal aujourd'hui à amener ces gens-là. J'essaye de travailler. On a une scène de musique actuelle aussi, par exemple. Enfin, là, il faut vraiment s'ouvrir sur le territoire et sur ses acteurs. On a une scène de musique actuelle qui fait de la résidence de territoire, qui a des projets super intéressants. Je leur en ai parlé depuis un moment en se disant qu'est-ce qu'on peut essayer avec vous de travailler sur cette thématique de la nuit. Alors évidemment, on ne va pas faire le concert dans un milieu naturel sensible parce que là, ça ne va pas être le bon plan. Mais comment on peut quand même, voilà, ça peut être via de la photo, via aussi de la musique, mais bien placée avec la sonorisation qu'il faut. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à avoir un jour une résidence de territoire, un artiste qui vienne pendant 3 mois et qui travaille cette matière ressource ciel étoilé avec sa thématique et son art, que ce soit visuel, sonore ou autre chose. On a pensé aussi au monde du terroir et de la gastronomie. Ça, c'est pareil. Si aujourd'hui, on a un restaurant. Alors, j'ai un astro qui essaye de trouver un restaurateur pour faire une soirée en lien gastronomie et ciel étoilé, en faisant un peu, alors, entre guillemets, des coupures dans le repas qui serait vraiment un repas thématisé. Alors, après, au restaurateur, peut-être de faire quelque chose autour des produits noirs ou des produits. Je ne sais pas, après, il y a plein de choses à imaginer. Et lui, il pourrait faire des temps
d'animation, que ça soit conte, que ça soit musique ou que ça soit observation du ciel, avec voilà, dans ce temps de repas et qui voilà, pareil, c'est une manière de thématiser et d'amener des gens qui sont peut-être un peu loin de ces thématiques-là, mais parce qu'ils auront envie de se faire un bon gueuleton et de passer une soirée un peu originale, et on les amènera aussi sur d'autres choses. Donc voilà, il y a plein de manières de faire ça. Et sur les aspects architecture aussi, on a dans l'idée un jour, pourquoi pas, sur ce dont je vous parlais, les sites sur lesquels on pourrait amener des gens sur de l'observation, d'avoir peut-être à des endroits du mobilier extérieur, peut-être pour voilà, la contemplation, pouvoir s'allonger correctement et contempler, que ce soit de jour ou de nuit, mais que là, ça soit peut-être plus de nuit. Et ça, en général, au niveau du parc, quand on fait ce genre de choses, on essaye de travailler avec des écoles d'architecture ou des appels à projets sur des artistes ou des artisans qui pourraient nous faire voilà, des choses un peu innovantes, un peu sympas en termes d'architecture ou de construction. Donc, c'est pareil, on essaye toujours de mêler un peu ces innovations-là, ces envies-là et ces compétences artistiques, en fait, sur tout ce qu'on pourrait mettre en place. Mais voilà, c'est pas le sujet, enfin, c'est pas l'angle d'attaque le plus facile à mener en premier, mais je désespère pas de pouvoir faire quelque chose dans les prochains mois à ce niveau-là. Sur les questions de résidence d'artistes, il y a eu des exemples sur un site géré par le Conservatoire du Littoral sur la côte basque, à Badia. Mmh. Oui, ils ont fait ça. Bon, ils ont sur place une ancienne ferme, etc., qu'ils ont destinée à héberger les artistes. Donc, j'essaierai de trouver le lien. Je connais très bien le directeur du CPIE. Donc, je ferai peut-être passer par Julie si je retrouve des éléments là-dessus. Avec plaisir, oui. Il y a fait... la même chose en Occitanie. On n'a pas besoin d'aller très très loin. Il y a le Conservatoire des espaces naturels sur Villeneuve-les-Maglones, en fait, qui ont un site géré du conservatoire. Ils font exactement la même chose depuis des années, en fait, et ça fonctionne très 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 bien, en fait. Ouais, c'est pas la résidence d'artiste, c'est un week-end d'expo, galerie éphémère, ils appellent ça. Ou la galerie éphémère pendant les Journées mondiales des zones humides. Ouais, et ça rejoint ce que je disais, en fait, c'est essayer de toucher un autre public, enfin, de passer nos messages via une autre porte d'entrée. L'autre commentaire que je voulais faire, et ça rejoignait quelque chose qu'avait dit Thierry tout à l'heure, c'est que ces ponts-là avec les autres disciplines, ça dépend énormément, en fait, du réseau humain. Et c'est ce qu'on sort dans à peu près tous les cafés géniaux que j'ai participé, ça ressort. Le fameux PFH, là, le putain de facteur humain, c'est-à-dire que s'il y a des gens ici ou là, parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils pratiquent, ils se voient ailleurs, dans le sport, dans le silence, ça marche. Du coup, c'est très riche et c'est très fragile. Parce que si la personne change de service, change de collectivité, et que quelque chose, ben oui, je vois ça, mais et si ça n'a pas été d'une certaine manière un peu formalisé pour l'inscrire dans la durée, la formalisation n'est pas une assurance pour la pérennisation, mais le fait de ne pas formaliser, voilà, on est sur la richesse des rapports humains et sur la fragilité qu'il y a derrière, même un accident de la vie. Peut arriver plein de choses, une envie de changer. Tout ce château de cartes-là qui repose sur ça, sur des mains qui se tendent à droite et à gauche, quand il manque des maillons, pas toujours facile à reconstituer. Je ne peux que valider et approuver. Facteur humain, et oui, et puis il a la motivation et l'envie. En plus du réseau, il y a aussi, parce qu'on peut avoir le réseau et pas avoir envie et pas avoir la motivation, donc il y a vraiment tout un tas de multifacteurs pour la réussite. On approche de l'heure de fin. Je ne peux que conclure effectivement sur cet aspect, comme tu le disais, Thierry ou François-Xavier, Laure, tout le monde, en fait, hein, que maintenant, c'est difficile de sensibiliser des publics qui n'ont vraiment pas d'affinité pour la biodiversité et toutes ces manières de faire, que ce soit l'art, enfin tout ce qui est culturel ou tout ce qui va être aussi
comment dire, culturel, mais c'est quoi le terme? Tu te souviens, Sophie, quand on avait fait la présentation avec la réserve du Scamandre, qui se servait un petit peu des cultures, voilà, des cultures locales, des choses ancestrales qui se faisaient à l'époque sur certains sites, etc., pour sensibiliser aussi sur la biodiversité. Effectivement, ça permet de drainer des publics différents et de sensibiliser petit à petit, effectivement, des publics qu'on n'a pas l'habitude d'être à l'écoute de ce genre de thématiques, parce qu'on le voit bien quand on fait des soirées chauves-souris, on n'a que des passionnés des chauves-souris, et quand on fait des sorties oiseaux, on n'a que des passionnés des oiseaux, et voilà. Donc toutes ces démarches-là participent vraiment à cette sensibilisation, et c'est super. Donc merci à tous pour vos présentations. Comme d'habitude, on va vous envoyer un petit mail avec les présentations, ou la présentation de Thierry. Laure, je ne sais pas si on peut partager la présentation dont tu t'es servi un petit peu aujourd'hui ou pas. En tout cas, on vous enverra aussi le lien pour le replay du café. Et puis surtout que vous ayez les contacts entre vous si vous voulez reprendre contact et poursuivre les échanges en suivant. Voilà. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Laure et merci à tous les participants d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet échange aussi. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.